Alors, un historique très très rapide, donc très ancien, je vous dis, avant Jésus-Christ, on voit déjà des gens qui faisaient de la plongée, avec une réserve d'air, bon, voilà. Et on va passer directement donc, au XVIIe siècle, donc c'est les physiciens qui vont s'intéresser déjà un petit peu à définir qu'est-ce que c'est que la pression. Pascal, Boyle, Mariotte, Torricelli. Torricelli, c'est la pression. Pascal, c'est la pression, la force, la surface. Donc voilà, Boyle, Mariotte, vous connaissez. Donc 17e. Et donc au XVIIe siècle, donc des premières expériences sur les pompes à dépression, c'est-à-dire la création du vide, la dépression. Et à 1670, Boyle, donc Boyle Mariotte, la loi, donc lui, il enferme des vipères, il les comprime, et il constate qu'en les décomprimant, il y a des bulles, en particulier dans l'humeur des yeux. Donc c'était une simple curiosité scientifique, ça n'avait rien de scientifique, c'est juste pour faire des petites expériences. Il n'y avait pas lieu encore de s'intéresser à la décompression. 1717, donc la cloche à plongeur, on plongeait 20 minutes pendant 1 heure, et on commence déjà à s'apercevoir que, effectivement, quand les gens remontent, oui, 20 mètres, oui, 20 mètres, oui, 20 mètres, 20 mètres pendant 1 heure. Et on constate en remontant les gens qu'il y a déjà des problèmes de décompression. De gaz, on s'aperçoit que le froid, l'effort, donc il y a déjà des choses. Donc les scientifiques vont commencer à s'y intéresser. Donc je vous ai mis la loi de Henry, 1803, donc la dissolution, la solubilité d'un gaz dans un liquide. 1819, le pied lourd, vous situez. Et donc 1841, en fait, la fabrication des ponts, la fabrication des forages, on va, pour éviter les fuites, comprimer, c'est-à-dire mettre de l'air sous pression dans ces forages. Et effectivement, les gens qui travaillent dans ces forages, quand ils ressortent, ils ont des douleurs articulaires. Une douleur articulaire qu'on appelle bend, c'est le verbe se pencher en anglais. Donc, en particulier dans la construction du pont de San Francisco. Donc, on constate déjà des accidents ou des problèmes. Alors, on verra que c'est important, ces problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des plongées longues, pas forcément très profondes, mais des plongées longues. Donc, on constate déjà, et on va lier un petit peu déjà ces plongées longues, vous verrez après, à ce type d'accident. Vous savez qu'il y a des accidents de type 1 et des accidents de type 2. Eh bien, on va lier ce type de plongée et ce type d'accident. Les travaux à l'air comprimé. Donc oui, on va arriver fin 19e, oui, 1854. Donc premières études sur les accidents de décompression. Premières études. Donc on s'aperçoit que c'est dû à la pression. On constate que le retour à la pression provoque des accidents et le fait de recomprimer, ça soulage les symptômes. Donc déjà, on a des idées sur comment on peut intervenir ces accidents. Les premières hypothèses, 1861, les durées, on s'aperçoit. On conseille déjà, oui, dès 1860, on conseille d'avoir une décompression lente. Donc le premier appareil autonome, 1865, donc on voit des gens donc, qui plongeaient. Le problème à cette époque-là, c'était la compression des gaz. Pourquoi ça ne s'est pas trop développé, ces aspects-là? Parce qu'on avait du mal à comprimer les gaz. Techniquement, on ne savait pas forcément faire des récipients sous pression avec beaucoup d'autonomie. Donc c'était plutôt les pieds lourds. Donc danger du travail à air comprimé, la maladie des caissons, vous voyez. 18, l'oxygène pur. Donc on avance toujours. Et en 1979, Paul Bert donc, va s'intéresser à la décompression. Il va faire beaucoup d'essais, il va publier un ouvrage et il va relier donc l'accident de décompression à la charge et à la décharge de l'azote. Donc dès 1819, on connaît la cause. Et il conseille une décompression lente, la respiration d'oxygène. Déjà, tout ça, on savait déjà. Oui. Donc il dit une demi-heure d'écho, donc une descente par jour. Donc on savait, oui, dès cette époque-là, que effectivement c'était l'azote, qu'il fallait remonter doucement, qu'il fallait respirer de l'oxygène pur. Donc on avait toutes ces idées. Mais ça ne suffit pas à éviter les accidents. Alors, donc début 20e, on approche donc début 20e, encore une étude sur la STD. Les bennes, 89% d'accidents, ça veut bien dire que ce type de plongée longue, pas forcément très profonde, provoque un certain type d'accident et pas un autre. Et donc 1908, Haldane, donc publie cette table de décompression, on détaillera un petit peu après Haldane. Donc je vais mis le prieur. Donc les coefficients spécifiques, vous verrez 1937, vous savez qui est actuellement, les coefficients de surpression critique sont spécifiques au compartiment.
entre les compartiments longs et les compartiments courts, ce n'est pas les mêmes. On expliquera aussi pourquoi les coefficients sont différents. Donc 1937, Cousteau, le scaphandre qu'on connaît, donc 42, les tables à l'air. En France, donc, on a transcrit en 1949 les tables de la marine américaine en France. Et en 52-56, Ampleman, on verra, donc une théorie concurrente de celle de Haldane, autre chose. Il va travailler vraiment sur autre chose que Haldane. Les décompressimètres, voilà, analogique. Je ne sais pas si vous avez vu ces appareils sous effet de la plongée qui essayaient à membrane, voilà, qui essayaient un petit peu de modéliser cette décompression. Bon, les plongées à saturation. En 65, donc l'étape GER 65. Je ne sais pas si les gens, quand j'ai commencé la plongée, il y avait jusqu'en 90, jusqu'en M90, il y avait l'étape GER 65 avec la petite réglette. Voilà, donc je vous ai mis, il y avait les tissus 10, 75, 120 minutes. Bon, il n'y avait que 4 tissus, 3 tissus, bon voilà. Et 4 tissus au-delà de 40 mètres. Donc les M-value, on en parlera aussi, vous connaissez ça. Donc M-value, c'est quelque chose qui est utilisé dans tous les ordinateurs. Il fonctionne plutôt avec des M-value plutôt que la saturation critique. Mais c'est pour la remontée, on en reparlera. Et les bulles, voilà. Les microbules, la connaissance, l'évolution des bulles, c'est dans les années 66. Les tables MT 74, ministère du Travail pour le travail. Les ordinateurs 85. Bon, les tables MN 90, MT 92. Et donc, je vous dis, dans les années 80, il y a de nombreuses tables qui sont apparues. Pourquoi? Parce qu'on avait une meilleure connaissance de la physiologie. On pouvait utiliser les moyens de contrôle, en particulier le Doppler pour mesurer les bulles. On affine les modèles théoriques. Les moyens de calcul aussi des ordinateurs sont plus puissants. Et en plus, on a plus de bases de données. Donc, dans les années 90, il y a énormément d'évolution autour des modèles de décompression. Et on va s'intéresser plutôt maintenant à l'origine des bulles, comment elles grossissent, est-ce qu'elles deviennent des bulles pathogènes, pas pathogènes, les possibilités de Chain, les FOP, ces trucs-là. Donc on va s'intéresser à toutes ces choses-là dans les années 80-90. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la théorie de Haldane, elle prédomine, mais elle est énormément améliorée avec donc d'autres paramètres, en particulier donc les connaissances physiologiques, mathématiques, c'est-à-dire tout l'aspect statistique, calcul, probabilité, les outils de calcul, et aussi bien sûr les expérimentations et le Doppler. Et donc les modèles classiques, à gaz dissous, c'est ce qu'on connaît, Haldane, sont donc complétés par des modèles à croissance de bulles qu'on verra, VPM, RGBM et tous ces modèles-là. Donc en fait, maintenant, c'est un mix des deux. Dans un cas, certains, c'est plutôt l'un, c'est plutôt l'autre, mais en fait, on fait un mix des deux. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est que maintenant, on fasse des tables probabilistes. Alors, les tables probabilistes, c'est pour l'instant utilisé, on ne le verra que pour contrôler et valider des tables. Ça pourrait être de se dire, on en reparlera, mais juste pour introduire, ça pourrait être de se dire, on a du mal à calculer et à modéliser, pourquoi on ne ferait pas uniquement d'études statistiques? En disant, on prend un échantillon, ils sont montés comme ça, on prend un échantillon, il y a eu des accidents, pas d'accidents, et de là, on a déduit des tables, comme pour les sondages. Même chose, on prend un échantillon, on fait et puis on dit, voilà, on a déduit quelque chose pour la population avec des tables. Ça pourrait être une autre avancée. Actuellement, ce n'est utilisé que pour valider ou modifier des... Mais ce qui est un problème actuellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bases de données. Pourquoi? Parce que souvent les accidents ne sont pas déclarés, ne sont pas suffisamment déclarés ou pas bien suivis. Parce qu'il faut que ce soit bien déclaré, qu'on ait tous les paramètres, que ce soit suivi, tout ça. Et actuellement, c'est assez difficile à avoir des bases de données. Alors la marine en a, la COMEX, mais alors ça, on y reviendra dans les tables. Est-ce que les accidents de l'armée, est-ce que les accidents, ça, traduisent la plongée loisir? C'est ça le problème. Dan en a effectivement aussi. Donc. Les bases de données, c'est le problème. C'est le problème d'avoir des bases de données fiables. Parce qu'à partir des bases de données, on pourrait dire, voilà, ils ont fait tel profil, tel machin, et on en déduit des tables. Voilà. Ça, c'était une introduction autour donc, de l'historique très rapide. Donc, vous voyez, jusqu'au 19e, des suppositions. 19e, 20e, Haldane, et à partir des années 70-80, donc le Doppler, beaucoup d'évolutions, et on s'intéresse donc à la croissance des bulles, l'évolution des bulles.